Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour. Vous êtes journaliste, notamment au Washington Post, et vous enseignez à Georgetown en Black Studies, autrement dit en études noires. Vous publiez cet ouvrage qui est très personnel, où on reconnaît vos prises de position, vos références, votre éclectisme. Également, dictionnaire amoureux du féminisme aux éditions Plomb. Je dois également citer vos documentaires que j'ai beaucoup apprécié. Un documentaire qui s'intitule Beautiful, qui est consacré parce qu'on ne voit pas comment c'est écrit, c'est de la radio, mais en fait ça parle de fesses. Et un autre documentaire qui s'intitule Destin croisé, que vous avez consacré à l'histoire des Juifs et des Noirs aux États-Unis. Et justement, j'aimerais vous parler des États-Unis, comme vous êtes entre la France et les États-Unis, et notamment Washington. On a évoqué depuis ce matin l'opération Stand Up for Science, qui est lancée par des scientifiques qui sont à juste titre extrêmement inquiets du sort qui leur est réservé par l'administration Trump. Une réaction, qu'est-ce que ça vous inspire, Rokhaya ? Ça m'inspire. J'ai entendu aussi tout à l'heure la revue de presse internationale avec les questions de censure de livres extrêmement graves qui n'ont pas commencé en janvier. C'est un mouvement qui a été initié il y a quelques années et qui met en péril effectivement l'accès au savoir des plus jeunes en classant tous les ouvrages qui font mention de l'histoire des États-Unis, notamment de l'histoire des oppressions américaines, que ce soit le génocide des populations natives ou l'esclavage. Eh bien, ils sont considérés comme des livres dangereux pour le jeune public. Et donc, j'ai l'impression qu'on assiste aussi à une réécriture de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui était très perceptible dans le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, où effectivement, il a prétendu que les Blancs étaient discriminés aux États-Unis, ce qui n'est absolument pas le cas. Aucun chiffre ne montre ça. Et puis, il a énoncé une guerre très claire à 2 reprises contre ce qu'il appelle le wokisme, qui n'est rien de moins que... en réalité, une préoccupation pour la justice sociale et la justice qui est relative au genre, questions raciales ou LGBTQIA+. Voilà, deux choses. D'abord, par rapport au wokisme, est-ce que vous considérez que ces mots qui sont employés par Donald Trump, c'est un backlash, un retour en arrière? Est-ce que c'est une réaction à un mouvement qui est allé trop loin et qui a ignoré une partie de la gauche? C'est ce qu'ont dit certains démocrates pour analyser l'échec de Kamala Harris. Alors non, je pense que c'est vraiment un retour de bâton conservateur. Je ne vois pas comment on peut considérer que ce qu'on appelle le wokisme est allé trop loin si on regarde la situation socio-économique des personnes qui sont censées en bénéficier, à savoir les Noirs ou les populations d'origine native, en fait, qui sont des populations natives. On voit bien qu'il y a des discriminations systémiques très très importantes, encore en matière de revenus tout simplement, en matière de santé, une espérance de vie qui est très très courte. Donc moi, j'ai ce qu'on appelle le wokisme, je dois dire que j'en parle justement dans le dictionnaire amoureux. Je considère que c'est juste une conscience de la justice sociale, un éveil aux inégalités, et je ne vois pas ce qu'il y a de négatif au fait d'être sensible aux injustices qui sont traversées que la société traverse, quoi. Quel type de féminisme défendez-vous, Rokhaya Diallo ? Je défends le féminisme. Je pense que vouloir catégoriser le féminisme en faisant du féminisme, je défends un féminisme particulier, c'est une erreur. Je défends un féminisme qui considère toutes les femmes de manière égale et qui leur offre une place importante. Et j'ai tendance à considérer que les femmes les plus marginalisées, à savoir les femmes pauvres, handicapées, les femmes LGBTQIA+, les femmes non blanches, doivent être au centre du féminisme parce que ce sont les torts que leur font les différentes oppressions qui doivent, pour moi, guider ce qui conditionne en fait notre sensibilité au sort des femmes. Et c'est là justement où il faut que vous précisiez votre position par rapport à l'universalisme, parce qu'on se dit quand on entend ce discours que les femmes blanches, par exemple, sont moins concernées par votre féminisme que les femmes racisées ou certaines femmes racisées. Mon féminisme, c'est un féminisme d'égalité économique. Donc, je trouve ça toujours intéressant que certaines féministes se réclament de l'universalisme en disqualifiant les autres et en prétendant qu'elles ne sont pas universalistes. Moi, je suis autant universaliste que qu'il est possible de l'être. Je pense que l'intersectionnalité qui considère les questions raciales, les questions LGBTQIA et les questions de féminisme, c'est un universalisme. Et je crois que l'universalisme n'a pas uniquement des sources dans les Lumières européennes. Quand je parlais de votre éclectisme, alors vous définissez votre parcours, vous dites « J'assume un féminisme situé dans mon expérience intime, né à Paris, de parents originaires du Sénégal et de la Gambie, musulmane,
issus des quartiers populaires et de la classe ouvrière. Comment, là aussi, vous recomposez tout ça, hein, Rokhaya Diallo? C'est ce qui a guidé l'écriture de mon dictionnaire amoureux, justement, le fait de le situer à mon échelle et avec mon expérience. Ma sensibilisation au féminisme, elle s'est faite par l'expérience de ma mère, qui est une immigrée. Et il y a le terme immigré dans ce dictionnaire parce que c'est une expérience incroyable, en fait, que de déployer une nouvelle vie dans un pays qui nous est étranger et peut-être potentiellement un petit peu hostile de temps en temps. C'est un féminisme populaire, dans le sens où j'ai fait une part belle à la pop culture. Donc il y a de nombreuses séries qui sont Alors citées. justement, j'allais y venir. Cette pop culture, elle est importante pour vous. Vous citez des séries, Sex and the City notamment, la série Mad Men, mais aussi des héroïnes de la culture pop. Je ne sais pas, Britney Spears. Janet Jackson. Je parle aussi de manga, puisque effectivement, quand je parlais de culture populaire, moi, Vous je suis de aimez la beaucoup les génération, mangas. voilà, je suis de la génération Dorothée. Donc j'ai grandi avec l'animation japonaise. Donc je cite effectivement Rumiko Takahashi, qui est une mangaka que j'ai beaucoup admirée étant jeune, qui est à l'origine d'une série comme Ranma 1,5, qui est un reboot en ce moment sur Netflix. Et mon féminisme, justement, j'ai voulu qu'il soit inspiré à la fois de la théorie. Vous avez évoqué le fait que j'enseigne à Georgetown. Je suis rattachée à un centre de recherche sur le genre. Et donc évidemment, quand on pense théorie, on pense à Simone de Beauvoir, on pense à Angela Davis, qui figurent Qui dans sont cités. Voilà. Mais en même temps, c'est un féminisme qui est inspiré par des séries, par de la bande dessinée. Donc Wonder Woman est une figure féministe à laquelle j'ai tenu à rendre hommage. Et puis par les héroïnes du quotidien. Donc ma mère, c'est une figure centrale de mon féminisme. Et j'ai tenu également à la célébrer, à lui rendre hommage. Musulmane, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, là aussi, la question du voile se pose? Considérée par certaines comme un épouvantail pour le féminisme, par d'autres comme un étendard ou en tout cas un objet à défendre pour celles qui veulent se voiler. Alors, pour moi, ce que je considère le plus important dans le féminisme, c'est la liberté des femmes à disposer de leur corps et la liberté de leur choix. Donc pour moi, ce que je défendrai toujours, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps et à se présenter comme elles le souhaitent. Si elles souhaitent porter un foulard, c'est tout à fait légitime. Et si elles ne le souhaitent pas, c'est aussi légitime. Et d'ailleurs, je fais un portrait dans ce dictionnaire amoureux de Mahsa Amini, qui a été tuée par les talibans en Iran parce que le port de son foulard n'était pas conforme. Eh bien, c'est absolument scandaleux et c'est une position sur laquelle je tiens vraiment à rester ferme. Toutefois, je trouve que la stigmatisation qui est faite en France, dans un contexte totalement différent de celui de l'Iran ou de l'Afghanistan, des femmes qui portent le foulard, notamment avec cette loi qui a été approuvée par le Sénat, qui interdit aux athlètes musulmanes de participer à des compétitions avec un foulard. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Je crois que le sport est un vecteur d'émancipation extrêmement important pour les femmes et que d'empêcher des femmes d'exercer leur activité physique en dehors de chez elles, c'est les confiner à la relégation. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'on entende ces femmes-là. Moi, je suis musulmane, comme vous l'avez dit. Je ne porte pas de foulard, mais je ne veux pas que toutes les musulmanes s'habillent de la même façon que moi. Non, et vous êtes habillée de manière extrêmement élégante, toujours de manière... voilà, je pourrais décrire votre veste en jean et le t-shirt que vous portez, Rokhaya. Je vous propose d'entendre justement une femme qui vous est chère, Gisèle Halimi, qui a beaucoup écrit et réfléchi au corps des femmes. On ne peut pas condamner une femme à avoir un enfant si elle a décidé et si elle a manifesté cette décision de ne pas en avoir. Il y a aussi le fait que, moi je le ressens profondément, je suppose que les femmes présentes ici le ressentent aussi, il y a le fait que cette loi qui m'empêche de m'appartenir physiquement, qui m'aliène de moi-même au plan le plus élémentaire, le plus essentiel, mon corps, est une loi que je n'accepte pas, car elle est contraire à ma liberté. Vous comprenez? Se dire qu'on n'a pas le droit de disposer de soi-même, se dire qu'on a aboli tous les esclavages dans le monde, sauf celui-là, cela n'est pas tolérable pour une femme. La voix de Gisèle Halimi, un commentaire, Rokhaya Diallo. Évidemment, Gisèle Halimi, pour moi, elle incarne justement ce féminisme qui est à la croisée de toutes les luttes. C'était une farouche anticolonialiste. Elle est née en Tunisie, elle est née en Afrique. Elle a vécu la question coloniale, elle a choisi de soutenir les révolutionnaires algériens. Et en tant qu'avocate, elle a vraiment eu une place centrale dans le fait d'aider les femmes à disposer de leur corps, notamment en leur permettant d'avoir accès à l'IVG, mais également en poussant, enfin en tout cas en ayant une influence sur la reconnaissance du viol comme étant un crime. Donc oui, c'est une féministe extrêmement inspirante et dont je trouve l'intégrité
politique remarquable, vraiment sur tous les plans. Elle était toujours là, du bon côté. Elle a défendu des personnes qui étaient victimes de l'oppression coloniale. Elle a défendu des femmes qui étaient victimes de l'oppression patriarcale. Donc pour moi, elle représente une forme d'intersectionnalité sans aucun doute. Éclectisme, on trouve aussi une femme de droite, par exemple, Simone Veil, à laquelle vous consacrez une grande notice. Pourquoi Simone Veil, Rokhaya Diallo? Parce que Simone Veil, parce qu'elle elle fait écho à l'histoire de France à plein d'égards. C'est une victime du nazisme qui a été rescapée des camps. Et donc cette histoire-là, c'est une histoire qui est centrale dans notre histoire. Et puis parce que malgré le fait qu'elle soit de droite, elle a toujours, d'une certaine manière, écouté ses intuitions humanistes. Donc moi, j'ai revu les images récemment d'elle qui rendait visite à des patients qui souffraient du sida dans les années 80, à une époque où c'était absolument, ils étaient absolument stigmatisés. Et puis elle a quand même porté cette loi sur l'IVG avec une force et une bravoure absolument remarquables. Et puis parmi donc les différentes notices que l'on trouve dans ce dictionnaire amoureux du féminisme, il y a le mot fesses et vous relatez un dialogue que nous avons eu, Rokhaya Diallo, puisque lorsque vous m'avez appris que vous étiez en train de travailler sur un documentaire relatif aux fesses, effectivement, je me suis dit, mais non pas de quoi s'agit-il, parce que je vois à peu près, mais je me dis, mais pourquoi travailles-tu là-dessus? Effectivement, quand j'ai commencé à parler de ce documentaire, généralement, les gens me reprenaient en me disant sur les fêtes. Non, je disais non, sur les fesses. Parce que j'étais très sensible au fait que pendant moi, à l'époque où j'ai grandi, le fait d'avoir des grosses fesses était considéré comme esthétiquement inacceptable. Et j'ai vu les années 2010 commencer à célébrer des formes plus plantureuses, notamment sous l'influence de Kim Kardashian et les chirurgies esthétiques de ce qu'on appelle le BBL, donc de lifting des fesses qui permet d'avoir un fessier plus abondants, sont devenus un petit peu à la mode. Donc ce documentaire, c'est l'occasion d'explorer la manière dont les silhouettes évoluent, dont elles s'inspirent aussi de critères de beauté qui viennent notamment des femmes noires. Les fesses plantureuses, c'est un critère de beauté qui était très très répandu dans les communautés afrodescendantes. Et puis pourquoi finalement on passe d'un corps très très fin à la mode des fesses, et apparemment aujourd'hui on reviendrait vers les corps très fins. Mais alors, j'ai beaucoup apprécié votre documentaire, et notamment je l'ai apprécié parce qu'il m'a conduit à réfléchir et aussi à changer en partie d'opinion, notamment, vous évoquez un certain nombre de pratiques que je vais vous laisser définir comme le twerk, par exemple, un certain nombre de pratiques que vous rattachez au nouveau féminisme. Oui, que je rattache aussi à des traditions. Le twerk est influencé par le mapuka, qui est une danse traditionnelle ivoirienne. Et la réalité, c'est que on sexualise les fesses, alors que c'est pas forcément le fait d'agiter les fesses pour danser, c'est pas forcément sexuel. Il y a énormément de cultures qui considèrent que le bassin, les hanches sont le siège des émotions, et que le fait de l'agiter, c'est une forme de libération. Donc moi, j'interroge aussi cette sexualisation du corps des femmes, des fesses en particulier, et cette libération que peut représenter cette danse. Mais parmi les personnes que vous avez interrogées dans votre féminisme, il y a aussi le fait d'assumer cette sexualisation au profit de qui on veut d'ailleurs, puisque... À son propre profit, absolument. C'est-à-dire qu'on peut assumer de rendre son corps sexy. Je parle aussi de Janet Jackson, par exemple, dans le dictionnaire amoureux, qui justement a payé très très cher le fait d'avoir été une femme libre, avec une sexualité explicite. Mais on peut aussi considérer que les fesses ne sont pas nécessairement, en tout cas à l'adresse du plaisir des hommes. Ça peut aussi faire plaisir aux femmes. J'ai interrogé dans ce documentaire une femme qui s'appelle Maimouna Koulibaly, qui a organisé des stages de booty-thérapie. Donc booty, ça veut dire les fesses en argot américain. Et donc pour libérer... C'est des stages qui sont complètement entre femmes et qui permettent d'apprendre à danser, mais de libérer aussi une forme de raideur qu'on peut avoir aussi en France, en Europe. Et puis, vous essayez de vous attaquer, c'est normal, hein, puisque vous êtes féministe, au patriarcat. Vous essayez de déconstruire, par exemple, la figure de la femme aimable. Oui, parce que on est élevé pour, d'une certaine manière... faire plaisir, pour être agréable et pour ne jamais être dans la contestation. C'est vraiment la manière dont, en tant que femme, on est socialisé. Et finalement, j'ai l'impression que cette injonction à l'amabilité, c'est aussi une forme d'oppression. Donc j'invite effectivement les femmes à ne pas être aimables de manière mécanique et de manière peut-être presque inconsciente, parce que souvent, les femmes qui font des choses, qui font bouger la société, ne sont pas considérées comme aimables. Elles sont souvent considérées comme désagréables. Et généralement, quand les femmes ne sont pas appréciées, sont considérées comme agressives, c'est assez bon signe sur ce qu'elles font bouger. Donc oui, aimable, pour moi, ce n'est pas nécessairement une qualité nécessaire. Bon, mais alors, justement, vous qui vous êtes
construite comme une militante. Et comment avez-vous vu les choses? Comment avez-vous vu donc la manière dont vous avez décidé de décliner à la fois votre féminisme et une image de la femme ou un comportement qui, selon vous, était très en décalage par rapport au patriarcat, Rokhaya Diallo? Bah, déjà, de prendre la parole en tant que femme pour défendre des idées dans la sphère publique, c'est déjà en antinomie avec une autre position sociale en tant que femme. Le fait de prendre des positions qui vont en contradiction avec les positions majoritaires, nécessairement, ça attire de la haine. Ce matin, j'ai annoncé que je serais sur France Culture. Je peux vous dire que mes comptes, mes réseaux sociaux sont déjà constellés de messages haineux. Bah, Les miens aussi. bon, c'est bien, on partage au moins ça. Oh, En nous tout cas, partageons c'est beaucoup de ça. choses. C'est vrai, on partage pas mal d'opinions, on a pas mal d'opinions en commun. Mais en fait, pour ma part, en tout cas, j'ai appris à me défaire du fait de plaire. Et c'est pas évident, hein, parce qu'on est vraiment socialisé pour être apprécié. Et en fait, finalement, ça me dérange pas. Et puis, il y a des personnes... Voilà, donc quand elles m'aiment pas, je le considère plutôt comme un compliment. Parmi les choses que nous partageons, il y a notamment l'idée que le destin des racisés est un destin qu'il faut prendre en bloc au lieu de les diviser. Et là aussi, vous avez consacré un documentaire à l'histoire des Juifs et des Noirs américains. J'aimerais qu'on en écoute un extrait. On ne pouvait s'impliquer pleinement dans ce mouvement que si on en comprenait les enjeux. Mon ami Andy Goodman avait été assassiné, donc oui, nous comprenions ce qui était en jeu. Mais on était la première génération juive de l'après-Holocauste. Et il était absolument hors de question que l'on détourne le regard de tels agissements. Ce n'était pas simplement de leurs biens qu'on les privait, mais surtout de leurs droits civiques et de leur vie. Tous ces droits fondamentaux les plus élémentaires que le nazisme avait lui aussi complètement détruits. Nous étions aux États-Unis d'Amérique et Martin Luther King avait besoin de notre aide. Comment pouvions-nous refuser? La question ne se posait même pas. Je pense que c'est particulièrement important d'entendre ça et de continuer à le dire après le 7 octobre, Rokhaya Diallo. Absolument, c'est un documentaire que j'ai réalisé avec David Ribojad qui parle d'une période aux États-Unis où les solidarités entre les Juifs et les Noirs ont été particulièrement marquantes sur le plan historique. Et la voix qu'on entend, c'est celle de Peter Giffen, qui était jeune Juif à l'époque des années 60 et qui est parti très très jeune défendre les droits, lutter contre la ségrégation dans le sud des États-Unis, parfois au péril de sa vie et de sa sécurité, puisqu'il a un ami qui a été abattu par des suprémacistes blancs. Ce que je tenais à dire dans ce documentaire, c'était vraiment de montrer que les formes d'oppression qui frappent les Noirs et qui frappent les Juifs sont historiquement ancrées dans des phénomènes très très similaires et portés parfois par les mêmes personnes. Le Ku Klux Klan aux États-Unis était anti-noir, était aussi anti-juif. Il y a eu aussi aux États-Unis des assassinats de Juifs qui étaient liés à l'antisémitisme dans la période de racisme légal à l'encontre des Noirs. Donc pour moi, c'était un message, en tout cas pour nous, pour David Ribojad et moi, c'était l'occasion de montrer un message prouvant qu'à un moment dans l'histoire, on a su marcher main dans la main contre le racisme. Mais alors, justement, comment faire pour que ces choses-là ne soient pas cassées? Je lisais un sondage fait par le CRIF qui expliquait que 16% aujourd'hui des jeunes ne voulaient pas avoir d'amis juifs, ce qui est Ça n'a aucun sens. Hein. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque vous êtes entendu par les jeunes et vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Je pense que quand on dit qu'on ne peut pas avoir d'amis juifs, c'est qu'on perçoit les personnes juives comme des personnes virtuelles. Donc la première des questions, je pense, c'est la question de se rencontrer, de se parler. Le fait de connaître l'histoire, d'avoir réalisé ce documentaire, c'était un moyen de faire connaître une histoire qui est peu connue, qui n'a pas fait l'objet de beaucoup de commentaires ou beaucoup de couvertures. Mais je crois que se connaître, se rencontrer, échanger, se parler et trouver l'humanité qui existe de part et d'autre, c'est pour moi fondamental. Et c'est parce qu'on ne se parle pas qu'on se théorise en fait comme des individus qui n'existent pas. Votre dictionnaire amoureux du féminisme, il sort à un moment où le masculinisme n'a jamais été aussi important, aussi à l'appui d'une politique. On l'a vu avec les frères Tate, on en a parlé dans les enjeux internationaux. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulièrement inquiétant. Est-ce que ça va être un moment de clarification pour vous, Rokhaya Diallo? C'est d'autant plus préoccupant qu'on voit que chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes, il y a des intérêts électoraux qui sont de plus en plus divergents. C'est-à-dire qu'on voit chez les jeunes femmes un intérêt
pour des candidates qui portent des questions de justice sociale et de féminisme, alors que les jeunes hommes ont tendance de plus en plus à soutenir une extrême droite, effectivement, offensive et masculiniste. Et donc, moi, je m'inquiète effectivement de voir ces contenus masculinistes monter sur TikTok, sur YouTube et influencer des jeunes garçons. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, ça a une influence très très forte chez les adolescents. Et, oui, parce que les vieux ne savent... Moi, j'ignorais ça, c'est mon fils qui m'a tout expliqué, l'importance en millions de followers des influenceurs masculinistes. Et la haine explicite qui est adressée à l'égard des femmes. C'est-à-dire qu'on a des discours de personnes qui disent que les femmes sont inférieures, qu'elles ne sont pas intéressantes, qu'elles ne sont pas dignes de tenir des conversations avec les hommes. Et à côté de ça, on a des phénomènes de femmes aussi, par exemple, qui vont pousser des idées très traditionnalistes. Par exemple, il y a cette notion de body count qui est très populaire sur TikTok, qui est le décompte en fait des relations sexuelles qu'on a eues au cours d'une vie. Eh bien, il se dit de plus en plus de la part de femmes conservatrices ou d'hommes masculinistes que des femmes qui ont un body count élevé sont des femmes indignes. Et donc là, on est dans une régression qu'il faut vraiment conjurer. Mais à votre article masculinité, justement, est-ce que tout cela, ça ne fait pas peur aux hommes? Est-ce que finalement le masculinisme, ça n'est pas une dégradation de la masculinité, une masculinité qui se trouverait inquiète aujourd'hui, Rokhaya Diallo, à cause de vous? Pas à cause de vous uniquement, Rokhaya, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que c'est une inquiétude qui est complètement de l'ordre du fantasme, parce que la réalité, c'est que si on regarde tous les chiffres, tous les indicateurs laissent entendre quand même que les hommes détiennent le pouvoir économique, politique, financier dans toutes les strates de la société. Donc c'est une inquiétude qui est surtout liée au fait que les femmes essayent de s'émanciper, d'accéder à leur corps, tout simplement. On voit quand même avec les affaires de viols massifs qui ont éclaté, qui ont été jugés, qui sont en cours de jugement actuellement, que les femmes sont exposées à des violences absolument massives. Et que c'est pour ça, pour moi, aujourd'hui, c'est pas l'ego masculin le sujet central, mais c'est vraiment la fragilité de la sécurité des femmes. Et le fait que des hommes s'inquiètent parce qu'on ose aujourd'hui prendre la parole me confirme le fait qu'on n'a absolument pas vocation à être aimable comme on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est justement une révolution, il y a des gagnants, des perdants. Il n'y a pas de perdant, personne ne va perdre au fait que le patriarcat tombe attaqué ou absolument, soit abattu, parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Je pense que les hommes sont aussi opprimés par le patriarcat, qu'ils sont aussi, ils subissent des injonctions qui sont extrêmement difficiles, que la masculinité, elle se conjugue avec une codification qui est de plus en plus pressante. On voit que dans les contenus masculinistes, il y a aussi cette injonction aux muscles, et je pense que les hommes aimeraient aussi pouvoir ne pas être musclés, ne pas être des gros durs, quoi. Un 8 mars, on peut par exemple acquérir votre dictionnaire amoureux du féminisme. Rokhaya Diallo, il est publié aux éditions Plomb. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous.